Gérer un portefeuille d'actifs financiers, c'est s'exposer à devoir faire sans cesse des choix. En voici quelques-uns. Dans quelle classe d'actifs investir et dans quelle proportion? Une fois les classes arrêtées, quel véhicule d'investissement choisir parmi les quelques 125 000 fonds régulés qui sont commercialisés sur la planète? Les fonds doivent-ils être actifs ou passifs, concentrés ou diversifiés? L'allocation dynamique ou statique? Les rebalancements fréquents ou espacés? Faut-il en outre remettre régulièrement en cause ses choix initiaux ou au contraire s'abstenir de le faire? Faut-il s'entourer d'experts? Et si oui, comment les choisir? Et si leurs avis divergent, comme cela arrivera immanquablement, comment trancher? Etc., etc., etc. Ce n'est pas tant chaque décision individuelle considérée de manière isolée qui nous effraie que leur effet cumulatif. Et pourtant, nous nous offusquerions à l'idée qu'un tiers s'autorise à restreindre notre liberté de choix, surtout dans un domaine d'activité qui nous tient à cœur ou dans laquelle nous pensons avoir un minimum d'expertise. Alors, peut-on échapper à la tyrannie des petites décisions, c'est-à-dire à une situation dans laquelle l'accumulation de choix, apparemment insignifiants et de portée réduite, risque de conduire à un résultat qui n'est ni intentionné ni souhaitable? Dans ce type de situation, la liberté de choix, de libératrice qu'elle était lorsqu'elle n'était qu'une condition préalable à notre autonomie, devient paralysante au moment même où il faut l'exercer. Mais de quoi a-t-on peur en réalité? De l'erreur et de regretter de l'avoir commise une fois qu'il est trop tard pour la réparer. Pour échapper au regret et à l'anticipation d'avoir à l'éprouver, l'être humain préfère souvent éviter d'avoir à choisir et procrastine. Mais ne rien faire, c'est encore un choix, et rien n'indique que ce ne soit pas là la pire des solutions. Alors que faire, notamment quand on gère de l'argent, que les enjeux sont importants et l'horizon temporel souvent lointain? Car avant même d'éprouver du regret, il y a déjà l'appréhension de devoir en éprouver un jour. Alors, existe-t-il des stratégies qui nous offrent une chance raisonnable de minimiser nos regrets à terme? Et si oui, pourrait-on faire de cet objectif de minimisation du regret la finalité même du travail d'un gestionnaire de fortune? Chez Fundo, nous pensons que oui, et même qu'il est possible d'améliorer l'efficacité de la gestion de fortune en appliquant une telle stratégie. Mais avant d'élaborer ce point et de décrire la stratégie envisagée, arrêtons-nous un instant sur ce qu'est un marché financier, afin de caractériser le défi herculéen qui attend tout gestionnaire de fortune. Les marchés financiers sont un exemple de ce que les scientifiques appellent un système adaptatif complexe, au même titre que le sont le climat de notre planète ou encore une colonie de fourmis. Ces systèmes sont complexes en ceci qu'ils consistent en un réseau d'interactions multiples et dynamiques qui rend leur comportement difficilement prédictible sur la base de la seule observation des composantes en interaction. Ils sont adaptatifs en ceci qu'ils mutent et se réorganisent lorsque l'environnement dans lequel ils évoluent change, sans que leur réponse soit cependant systématiquement proportionnée à l'ampleur des changements. Les systèmes adaptatifs complexes sont par nature difficiles à comprendre. Ils peuvent être à la fois très résilients et s'adapter dynamiquement aux chocs violents auxquels ils sont soumis, mais aussi éminemment fragiles et succomber à une combinaison de défaillances indépendantes, toutes apparemment bénignes. C'est à ce type de réalité qu'est confronté un gestionnaire d'actifs, et c'est dans ce contexte hautement imprédictible qu'il doit prendre et justifier ses décisions. Franchement, qui ne jetterait pas l'éponge d'entrée de jeu? Si nous ne comprenons que très partiellement comment fonctionne un marché financier, nous sommes en revanche plus au clair sur nos propres limitations et biais cognitifs. Ce qui suit tend à démontrer que les unes comme les autres font que nous sommes particulièrement mal équipés pour nous frotter seuls à la réalité d'un système adaptatif complexe. Commençons par la complexité. Le pouvoir computationnel ou la capacité d'analyse de notre cerveau est limité et il ne peut appréhender simultanément qu'une quantité réduite d'informations. De plus, notre pouvoir de concentration est restreint et nous nous fatiguons vite. Pour ce qui est des biais, nous en avons de multiples. L'énumération qui suit est loin d'être exhaustive. Nous nous refusons à l'évidence et sommes réticents à réviser nos croyances pour les adapter à une réalité nouvelle. Nos émotions interfèrent constamment avec nos jugements et colorent nos décisions. Nous souffrons de dissonance cognitive et rationalisons a posteriori nos décisions, même quand leurs conséquences s'avèrent désastreuses. Nous voyons des corrélations là où il n'y a que des coïncidences. Nous simplifions à outrance et favorisons une vision manichéenne de la réalité. Enfin, nous surestimons nos capacités intellectuelles, ne serait-ce que pour conserver un minimum d'estime de soi.
Comment pallier toutes ces défaillances ? La réponse humaine à ses propres limitations intellectuelles et physiques a toujours été la même tout au long de son histoire, et ceci même avant l'invention de la roue. Cette réponse, c'est la technologie. Conscients des manquements qui sont les nôtres, nous devons tenter de mettre au point une machine qui ne souffre pas des mêmes carences. Une machine au pouvoir computationnel quasi illimité et dont le fonctionnement serait systématiquement remis en cause par la collecte d'évidences nouvelles. Une machine dont les algorithmes n'apprendraient pas, à la différence des nôtres, au travers d'un prisme prédéfini, mais qui aborderait la réalité sans aucun parti pris, comme s'il s'agissait d'un ensemble de phénomènes aléatoires. Nous pensons chez Fundo avoir identifié une telle machine que nous avons baptisée Cortex et l'avons confrontée au système adaptatif complexe que sont les marchés financiers, ou du moins à ce qui en sont une incarnation notable, les cours des actifs. Dès le premier jour et à chaque étape du processus, Cortex va reconsidérer l'ensemble des options qui lui sont soumises à l'aune de leurs histoires individuelles. Sur la base de cet examen, Cortex va générer des portefeuilles dont les pondérations successives vont permettre de s'approcher à terme du meilleur choix possible, qui ne pourra bien sûr n'être connu que rétrospectivement. On peut essayer de comprendre intuitivement pourquoi un ensemble de rebalancements qui opère systématiquement sur l'intégralité des portefeuilles possibles permet de tendre à terme vers un optimum. Considérons pour cela l'exemple délibérément simpliste d'un large groupe de parieurs jouant à pile ou face. Il est parmi ces joueurs un expert dont je sais qu'il est infaillible, car omniscient, mais dont j'ignore qui il est. Je me demande combien de parties me sont théoriquement nécessaires avant d'être en mesure de l'identifier. Après chaque jet de pièces, je m'essaie à éliminer mentalement tous les candidats au titre d'expert omniscient qui se sont trompés. À chaque partie, tous les joueurs, sauf un seul, ont une chance sur 2 de perdre. J'ai ainsi la possibilité d'éliminer en moyenne la moitié des joueurs à chaque nouvelle partie. Mais il faut être capable de mémoriser quels sont les perdants des parties précédentes, car même si le fait de perdre ne serait-ce qu'une seule partie disqualifie un joueur, la totalité des joueurs prend part à l'ensemble des parties. En se bornant à balayer du regard la foule des parieurs, il faudrait être au bénéfice d'une mémoire photographique infaillible pour tenir à jour sa propre comptabilité interne après chaque partie. Si 1000 parieurs prennent part au jeu, 10 parties me sont nécessaires pour identifier mon expert avec une quasi-certitude. Faisons le calcul. À chaque jet de pièces, la population des parieurs ayant fait une prédiction correcte diminue en moyenne de moitié. De 1000, elle passe d'abord à 500 au premier jet, puis à 250 au deuxième jet, et ainsi de suite, jusqu'à ce que seul reste notre expert omniscient. Or, si le nombre de joueurs est multiplié par 15, il ne me faut que 4 parties supplémentaires pour arriver au même résultat. Dans ce cas-là, le champion est identifié après 14 parties. Sans l'aide d'une machine comme Cortex, je ne parviendrai pas seul à identifier l'expert omniscient au terme des 10 ou 14 parties. En lieu et place d'une stratégie efficace, nécessitant un nombre limité de parties, je me verrai contraint de participer à une loterie aux résultats beaucoup plus hasardeux. En clair, ma situation devient analogue à la suivante. Si j'achète 10 billets de loterie alors que 1000 billets sont en circulation et qu'un seul donne droit au gros lot, la probabilité de gagner est de 1%. Si j'en achète 14, alors que 15 000 billets sont en circulation, la probabilité de gagner est encore divisée par 10. Ce second jeu n'est en rien comparable au premier. Du fait de mes limitations mémorielles, mes espérances de gain resteront limitées. Sans la possibilité de repérer instantanément les perdants au terme de chacune des parties, je suis contraint de m'en remettre à la chance, alors que je pourrais adopter une démarche systématique m'assurant un résultat optimal. En finance, il n'y a bien sûr pas de stratégie qui domine en permanence toutes les stratégies alternatives, mais certaines sont indubitablement préférables à d'autres pour une période donnée. Par analogie avec l'exemple trivial qui vient d'être évoqué, Cortex nous donne les moyens d'éviter que la gestion de fortune ne s'apparente à une simple loterie et débouche sur un résultat largement suboptimal qui ne manquera pas d'être source de regrets pour le gestionnaire comme pour le propriétaire des actifs gérés. Cortex, bienvenue dans un monde financier clair et positif.